Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Adama Gaye, journaliste et consultant, actuellement en exil au Caire. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets. Son livre « Otage d'un État » paru cette année aux éditions L'Harmattan à Paris, ouvrage qui détaille son arrestation en juillet 2019, l'actualité politique, Macky Sall, le troisième mandat présidentiel, l'opposition, la relance économique, la crise sanitaire et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Adama Gaye, journaliste consultant, face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h05 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Cette semaine a été la semaine du Grand Magal de Touba, célébrée cette année dans un contexte sanitaire particulier. Faut-il s'attendre à un rebond du Covid-19 au Sénégal? Les prochains jours vont nous dire. Et on s'approche ensuite des Gamou, la célébration du Maoulid. En attendant, les actualités sont dominées par la politique, la justice. La prison, c'est ce qui a poussé notre invité à quitter le Sénégal et il se trouve à l'autre bout du continent, en Égypte. Bonjour Adama Gaye. Bonjour Babacar. Journaliste. Arlan wa Sarlan, comme on dit ici en Égypte. Très bien. Et bonjour à vos auditeurs qui nous écoutent et merci de m'avoir dans votre belle émission. Journaliste, ancien collaborateur même de Jeune Afrique entre autres, vous vous trouvez donc au Caire où vous résidez depuis quelques mois. Vous appelez cela en exil. Vous avez décidé de vous installer dans la capitale égyptienne après votre sortie de prison en septembre 2019. Vous avez été incarcéré quelques semaines pour offense au chef de l'État, entre autres après des posts sur votre page Facebook. Pourquoi l'Égypte, Adama Gaye? Merci. Oui, ça peut paraître surprenant de me retrouver ici en Égypte, qui n'est pas forcément considérée comme l'une des grandes destinations en termes de liberté politique. Mais vous savez, la vie est faite de ces surprises qu'on ne peut pas toujours comprendre. J'ai choisi de venir en Égypte en raison d'un faisceau de facteurs. Il y a déjà 3 ans, j'ai pris part à une conférence qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh sur les investissements en Afrique. Et à cette occasion, j'avais été frappé par l'évolution de ce pays. J'avais vu des constructions qui surgissaient de terre un peu partout dans cette partie désertique du pays. Cela m'avait frappé. Quand je suis revenu pour repartir en Europe via le Caire, j'avais aussi été frappé par l'évolution fulgurante de cette ville que j'avais visitée il y a 20 ans lors du sommet Afrique-Europe qui s'était tenu en avril 2000 et qu'à l'occasion, j'avais trouvé comme une ville désuète et là, je voyais une ville en urgence. Cela m'avait frappé. Puis, autant je me disais, je voulais revenir voir pourquoi ce pays avançait si vite. J'ai eu l'occasion, lors d'une conférence qui s'est tenue à Abu Dhabi, d'animer un panel sur l'Afrique. Et après mon panel, il y eut un autre panel où j'avais trouvé 3 personnes, dont l'ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, et un monsieur dont le nom était Bagdad Korani. Lorsque j'ai vu son nom, je me suis rapproché, je lui ai dit, mais monsieur Korani, dites-moi, dans ma jeunesse, il y a une 40aine d'années, j'ai eu un professeur qui était venu nous faire un cours de relations internationales sur le monde arabe et qui était venu de Montréal pour donner ce cours à Dakar. Il m'a dit, c'était moi. Et j'ai retrouvé comme ça ce professeur qui me dit qu'il est maintenant l'un des doyens, l'un des grands dirigeants de l'université américaine du Caire. Et lui exprimant ce que j'avais vu par rapport à son pays, il m'a dit, mais ce serait bien qu'on vous invite en Égypte à l'université américaine du Caire. Je ne ferme jamais ce genre de porte. Et je lui dis, why not? Pourquoi pas? Et c'est ainsi que l'offre de venir à l'université américaine pour écrire un livre sur l'évolution de l'Égypte m'avait été faite. Au même moment, j'avais eu une offre identique de l'université du Maryland aux États-Unis où j'avais fait une formation sur la politique américaine il y a plus de 20 ans. Et j'avais choisi l'une et l'autre option et je me disais, attention, qu'est-ce qui va se passer?
C'est au moment où on m'a arrêté que l'un de mes amis aux États-Unis a fait le choix final parce qu'il a écrit à l'université américaine pour dire Adama est arrêté. Les Américains étaient un peu surpris, ils ne comprenaient pas, ils pensaient que j'avais fait quelque chose d'anormal. Alors je me suis dit, il ne reste que l'option égyptienne à ma sortie pour pouvoir écrire, non pas sur l'Égypte, mais sur la saga judiciaire que je vivais. On parlera de votre livre tout à l'heure. Vous le soulignez vous-même, paradoxal de devoir quelqu'un en quête de liberté, comme vous, choisir l'Égypte, un pays de presque non-liberté. Oui, justement, c'est le paradoxe des paradoxes. Parce que je sais que l'Égypte est un État militarisé, dirigé par un militaire, et l'expérience démocratique de ce pays au tournant de la dernière décennie, en 2010-2011, a fait long feu, que celui qui avait été élu en la personne de M. Morsi, ça n'avait pas duré, et que donc les militaires qui sont pratiquement le propriétaire de ce pays ont repris les choses en main et sont donc à la tête de ce pays. Évidemment, on peut craindre qu'il n'y a pas suffisamment de liberté. Il n'y en a pas, autant qu'on puisse l'imaginer ailleurs dans les pays de liberté. Mais depuis que je suis arrivé en Égypte, je dois avouer que j'ai été agréablement surpris pour ma part. D'une part, j'ai été accueilli remarquablement en frère africain. Je suis à l'aise avec les Égyptiens. Aucun problème ne m'a jamais été posé par rapport à mon séjour ici. Je suis comme chez moi dans ce pays, et par ailleurs, il faut également le reconnaître, l'Égypte aujourd'hui a une ambition sud-saharienne, veut aller dans divers pays du continent africain, et cette question, je l'ai posée moi-même au président Sisi, qui est le président de ce pays, lors d'une plateforme que nous avons eue avec quelques personnes qui étaient animées par Richard Quest de CNN, il y a 5, 6, 7 mois, et le président égyptien, à la question que je lui ai posée, a manifesté un grand intérêt par rapport au reste du continent africain. Et donc, je pense que parfois, dans les États développementaux, comme on les appelle, comme on les a connus à Singapour, comme on les a connus à Taïwan, comme on les a connus, si on peut appeler Taïwan un État, comme on les a connus en Corée du Sud, avant la révolution et la démocratisation, ces États développementalistes, comme on les appelle, ont peut-être moins de liberté, mais peuvent donner certaines garanties sous la forme d'un État, disons, très ferme, mais ouvert sur un certain nombre de facilités. Et je pense que les Égyptiens comprennent que la présence d'un Africain au sud du Sahara ici peut quelque part aider à redorer, améliorer l'image de marque de leur pays au-delà, n'est-ce pas, de leurs frontières. Donc, je pense que malgré les limites qu'il y a, je me sens bien, les conditions de vie sont OK. Jusqu'à plus ample informé, je n'ai pas à me plaindre. Vous avez donc publié un livre chez l'Harmattan Paris en janvier dernier sur ce que vous appelez un exil, votre exil, comme vous dites. Livre intitulé « Otage d'un État, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte ». Otage d'un État comment ? Vous êtes ce parti libre du Sénégal pourtant. Moi, j'ai été pris en otage. On est venu me prendre le 29 juillet à 6 heures du matin. On m'a capturé et on m'a mis dans une cave. On m'a interrogé dans des conditions anormales. Tout cela rappelle un peu des pratiques que l'on croyait révolues et qui étaient pratiquées par les États fascistes de l'ex-Europe de l'Est, du temps où ils pratiquaient le communisme pur et dur, ou du temps du nazisme. On est venu me prendre et on m'a imputé des choses, n'est-ce pas, qui ne tenaient pas la route, à savoir que mes écrits déstabilisaient la nation, l'État du Sénégal. Je me suis dit, mais c'est très fragile pour un État d'être déstabilisé par les écrits. Et on m'a imputé des choses qui, disait-on, attentaient aux mœurs, entre guillemets, du président sénégalais. Ça n'a pas été retenu contre vous. Il y a des pratiques qui sont critiquables ou qui sont dénonçables. Why not? Il y a un périmètre de liberté qu'on doit pouvoir respecter. Et ce sont mes libertés qu'on a voulu capturer en me jetant en prison. Et on m'a libéré de la même manière sans avoir de justification ni d'explication à me donner. Et donc, à ma sortie, je me suis dit, il faut que je raconte cette saga pour que cela ne se produise plus. Parce que ce qu'on m'a fait, c'était une insulte à notre héritage historique, culturel, démocratique. Mes libertés ont été piétinées. On m'a dénigré sous tous les rapports. On m'a présenté sous tous les angles. Et tout ce qu'on a raconté sur mon compte,
tout le monde le savait, était faux. Et après, cela a été confirmé parce qu'on a vu que celui qui avait mijoté ce programme pour me mettre en justice, en l'occurrence le ministre de la Justice, Malick Sall, une de mes vieilles connaissances, était derrière tout cela. Et donc, ça s'est retourné contre lui. Aujourd'hui, tous les Sénégalais n'ont pas besoin d'entendre ici dans cette émission que je me répande pour lui davantage de choses le concernant. Tous savent qu'il a fauté et qu'il est aujourd'hui responsable, n'est-ce pas, de tout ce qu'on lui reproche. Vous semblez, Adama Gaye, traumatisé par cet épisode, par votre emprisonnement. Je ne suis pas traumatisé. Je suis fâché par ce qui s'est passé. J'estime que ce n'est pas normal qu'on puisse, en plein 21e siècle, prendre quelqu'un rien que pour ses écrits et le prendre en otage pour l'empêcher qu'il écrive. C'est anormal pour une démocratie majeure comme doit l'être le Sénégal. C'est pour ça qu'il fallait que je raconte ça. Et quand j'ai soumis mon manuscrit à l'Harmattan, 3 mois après mon arrivée, aussitôt le manuscrit a été accepté. Au bout d'un mois, ça a été publié. Et depuis lors, ça va très bien. Je pense qu'il fallait que celui-ci soit fait. Et ce que j'ai raconté prouve qu'il se passe des choses très graves au cœur de la capitale sénégalaise, que nous vivons à côté d'un Guantanamo sénégalais où la torture est pratiquée, où la corruption, y compris des juges, se fait pour libérer des gens, où des inégalités sont pratiquées entre prisonniers, où des gamins sont retenus pour des bêtises dans la prison. Alors que dans mon cas, on m'a pris et volontairement on m'a jeté dans une chambre où il y avait des criminels alors que je n'avais rien fait d'anormal et on a piétiné mes droits et c'est pour cette raison que je le dis ici solennellement et c'est ce que j'ai raconté dans mon ouvrage. Cette prise d'otage a été confirmée par la déclaration de Malick Sall, ministre de la Justice, que je connais depuis une quarantaine d'années, que j'ai fréquenté de très près pendant toutes ces années et qui du jour au lendemain s'est levé en procureur pour décider à la place de la justice en disant que c'est lui qui assumait mon arrestation. Or, lui, ayant une nationalité française, il faudrait qu'il réponde, comme me le disent mes avocats, devant la justice française, devant le tribunal judiciaire de Paris, qui a remplacé le tribunal de grande instance de Paris, où une plainte avec constitution de partie civile sera introduite. Donc, je ne fais pas cela parce que je suis traumatisé. Non, il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette histoire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Parce que si je suis dans la capacité, moi, de mener ce combat, ce n'est pas évident que d'autres puissent le faire. J'ai vu à l'intérieur de la prison, comme je le détaille dans mon ouvrage, des choses qui ne sont pas acceptables. J'ai vu une justice assassinée, violée, violentée. J'ai vu des gamins qui se sont retrouvés en prison pour de petites bagarres, des vêtilles. J'ai vu des gens qui sont là-bas parce qu'ils n'ont pas de quoi corrompre même parfois un juge pour que leur cas soit écouté. J'ai vu des gens arriver et être libérés le lendemain simplement parce qu'ils ont corrompu. J'ai vu des cas de figure où on raconte, d'ailleurs tout le monde le sait, des trafiquants de drogue qui ont été libérés, comme cela a été le cas des Allemands qui ont été libérés pendant que j'étais en prison l'année dernière. Ou encore, on a vu notamment M. Bougazile, ce député qui faisait du trafic de faux billets de banque, libéré et après avoir été détenu dans des conditions idéales, dans des chambres VIP, au moment où moi, qui n'avais commis que le tort d'écrire ce que le droit me permettait constitutionnellement, je me suis retrouvé dans une chambre avec une centaine de personnes, notamment des criminels de droit commun, simplement parce qu'ils voulaient déshumaniser ma personnalité et me contraindre à ne plus assumer mes responsabilités intellectuelles et politiques ou, j'allais dire, même constitutionnelles. C'est pour ça que ce combat devra être mené jusqu'au bout. Il fallait que le livre soit fait, ça a été fait. Il fallait qu'une campagne internationale soit lancée, ça a été fait. Il faut que la justice également se prononce. Il faut également qu'au plan politique, les périmètres qui sont ouverts au Sénégal aux citoyens ne soient plus réduits simplement parce qu'il faut faire plaisir à un prince ou à un absolutisme de quelque nature que ce soit. La justice sénégalaise, Adama Gaye, fait face à l'une de ses plus grandes crises internes, sinon sa plus grande crise. Il s'agit de ce conflit qui oppose justement le ministère de la Justice et l'Union
des magistrats du Sénégal. Les raisons, l'affectation du juge Ngor Diop qui a fait emprisonner un marabout dans le Fouta, dans les rangs du pouvoir. On dit que ce juge a fait preuve d'abus de pouvoir dans ce dossier. Il y a également la procédure disciplinaire enclenchée contre Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats, pour un commentaire qu'il a fait sur le procès de Khalifa Sall. Que pensez-vous de cette crise dans la justice ? Écoutez, je ne voudrais pas tomber dans les querelles de famille, des bisbilles internes à la justice. C'est bien de voir les magistrats se rebeller contre des injustices qui leur sont faites. Mais j'aurais préféré qu'ils soient beaucoup plus rigoureux dans le fonctionnement de la justice. Parce que moi, je me suis retrouvé face à des juges, ou notamment le doyen des juges d'instruction, M. Samba Sall, pour ne pas le nommer, et j'ai eu le sentiment que c'était tout sauf la justice. On pouvait se permettre de prendre quelqu'un et de le jeter en prison et de partir en vacances pendant 30-40 jours sans se soucier de ce qui pourrait lui advenir. Et j'ai donné les cas de figure de toutes ces personnes qui sont détenues dans des conditions intenables, une surpopulation carcérale, des chambres qui peuvent à tout moment créer des accidents comme ce qui s'est passé l'an dernier en août 2019 avec 2 gamins qui ont perdu la vie par électrocution. Et je passe sur les viols. J'ai vu, en faisant face aux doyens des juges d'instruction, comment la justice sénégalaise n'en était plus une. Parce que ce monsieur qui m'a écouté au lendemain de ma capture, j'ai été arrêté le 29 juillet, il m'a entendu le 30, à 15h, il m'a dit, vous allez à la cave. Il faut savoir que dans la cave, on vous met dans des conditions où pratiquement vous dormez avec des cafards, avec des rats, vous êtes dans l'obscurité totale, au milieu de prisonniers, n'est-ce pas, que vous ne connaissez pas s'ils sont malades ou pas. Et le soir, le même monsieur me rappelle pour me dire, on va vous appliquer la loi, c'est-à-dire on va vous déférer en prison. Et donc, je voyais ce juge-là vouloir me faire ça et je me demande aujourd'hui, en voyant ces magistrats se mobiliser pour essayer de résister à l'inéquité dont ils souffrent, je me demande est-ce qu'ils sont qualifiés pour ça. Donc, je ne suis pas impressionné par eux. D'autant plus que pratiquement depuis 20 ans, on n'a pratiquement jamais entendu l'un seul quelconque de ces juges prendre position sur les questions fondamentales du pays, ni sur les questions électorales, ni sur les questions constitutionnelles, ni sur le non-respect des droits des citoyens. Sur toutes les grandes questions, c'est silence radio, sauf quand il s'agit de défendre leurs intérêts. Et beaucoup de juges qu'on a tendance à présenter comme des modèles, si vous creusez, en réalité, c'est du pipeau. En réalité, des juges sénégalais que j'ai vus depuis 40 ans que je suis l'évolution du continent africain, plus de 40 ans pratiquement, il n'y a que le juge Mody Coumba Bah, je répète son nom, Mody Coumba Bah, celui qui a libéré Abdoulaye Wade en 1985 à l'occasion du procès de l'apartheid, quand les militants de l'apartheid avaient été arrêtés par le régime de Abdou Diouf, au grand ricanement du régime ségrégationniste sud-africain d'alors. Alors qu'Abdou Diouf était président en exercice de l'OUA. C'est le juge Mody Coumba Bah qui a libéré ces gens-là. C'est pratiquement le seul dont je peux dire qu'il a honoré la justice sénégalaise. La plupart, c'est des légendes qu'on a créées. Mais en réalité, si vous creusez, vous ne trouvez pas grand-chose. Évidemment, Cheikh Tidiane Koulibaly a fait quelques actes, notamment en se montrant un peu indépendant, mais grosso modo, la justice sénégalaise aujourd'hui, je pense qu'elle a intérêt pour redresser cette justice de se montrer plus juste par rapport aux justiciables, par rapport aux conditions d'administration de la justice, si elle veut que le combat pour lequel les citoyens la soutiennent aujourd'hui, cette justice et ses magistrats, que ce combat-là signifie quelque chose pour les citoyens sénégalais. Tant que cette dimension n'aura pas été intégrée, je pense que nous passons à côté et que nous soutenons des intérêts grégaires qui sont en train de s'opposer à un pouvoir qui est autiste et où notamment, malheureusement, opère un ministre de la Justice dont l'incompétence abyssale s'est étalée aux yeux de tout le monde. Et il n'est pas question qu'on revienne ici sur le cas de Malick Sall, parce que je pense que son sort est scellé et qu'il n'y a plus besoin d'avoir un jury
pour décider, parce qu'il a montré ses limites, parce qu'il s'est montré querelleur. Est-ce que ce bras de fer entre lui et l'Union des magistrats ne va pas, peut-être, on va analyser avec vous, est-ce que ce bras de fer ne va pas le sauver dans limogeage du gouvernement au prochain remaniement? Le chef de l'État ne va peut-être pas se séparer de lui pour ne pas le décrédibiliser, le jeter en pâture. Non, cette crise va le sauver, non? Mais non, mais écoutez, il y a des choses qui relèvent du bon sens. Sa place n'est pas dans un appareil officiel, encore moins dans la justice. Un État fonctionne à partir de la justice. C'est ce que Hernando de Soto a expliqué en montrant pourquoi le capital réussit dans certains pays et ne réussit pas ailleurs. Parce que quand l'État de droit fonctionne, les investisseurs viennent, l'investissement est en sécurité, les citoyens sont protégés, l'État peut jouer son rôle de stratège et participer au développement. Or, ce que nous voyons, c'est tout sauf une justice. C'est une dégradation qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de la justice. Même si, de manière générale, comme je l'ai dit, la justice sénégalaise n'a pas toujours été exemplaire, aujourd'hui, elle se trouve au creux de la vague. Et on ne peut pas nier que cela soit le fait d'une personne, en particulier Malick Sall, même si on peut deviner qu'il puisse y avoir derrière une main invisible qui puisse l'encourager dans ces méthodes cavalières, n'est-ce pas, qu'il a mises en œuvre. Évidemment, si on essaie de le maintenir simplement parce que à cause du bras de fer, on veut le sauver, je pense que ce serait une gabinerie. Macky Sall a intérêt à comprendre qu'un État, on ne le fait pas avec des manœuvres politiciennes ou bien qui tiennent compte de l'égocentrisme ou des considérations crypto-personnelles. Ce serait une grave erreur. La justice est fondamentale dans l'architecture d'un État. On ne peut pas jouer avec la nécessité d'avoir une justice forte qui fonctionne au-dessus des contingences et au service de l'intérêt général. Et donc, pour ces raisons-là, il est impératif que la justice sénégalaise ait un nouveau départ. Et la personne qui est responsable de cette situation, M. Malick Sall, doit être dégagée. Ce n'est pas crypto-personnel ce que je dis le concernant. Tout le monde a vu qu'il y a une succession d'erreurs le concernant. Chacun sait qu'avec Malick Sall, que ce soit avec les Bougazeli qu'il a libérés, avec les trafiquants de drogue qu'il a libérés, avec son histoire de Bati Plus, dont on a dit que ça pouvait même entraîner des enquêtes par les limiers du FBI, du renseignement américain, et tant d'autres cas de figure, des achats de juges dont j'ai parlé, de cette dégringolade, de cette dégradation de la justice. Il n'est pas question de maintenir Malick Sall. Il faut un nouveau départ, un nouveau jour. Ce prochain gouvernement qu'on attend avec l'entrée annoncée de partis d'opposition, qu'en dites-vous? Mais écoutez, moi je suis un peu prudent par rapport à ce genre de pratique qui consiste à vouloir reproduire des pratiques antérieures. Parce qu'Abdoulaye Wade, Macky Sall, il copie pratiquement tout ce qui a été fait par les autres. Donc maintenant, il essaie de se tourner vers ce qu'on a appelé le gouvernement de majorité présidentielle élargie, qui fut une idée discutée en mars 1991 entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Ben, j'avais eu la chance d'être associé à ça. Quand Abdoulaye Wade faisait ça, il m'a invité chez lui et en présence de Jean-Paul Diaz, Idrissa Seck et Ousmane Ngom, j'ai participé à ces discussions. Et j'ai écrit, même à l'époque, l'éditorial qui justifiait l'entrée d'Abdoulaye Wade au gouvernement sous le titre « Rupture » et qui faisait la une du journal Sopi à l'époque. À l'époque, le contexte, n'est-ce pas, d'une crise économique très forte, de tensions qui perduraient depuis 1988 avec des élections heurtées, tout cela pouvait justifier cela. Que l'on puisse essayer de ramener un peu le calme et de faire un consensus pour avoir un processus démocratique relancé. Parce que le Sénégal commençait à perdre son avance avec le retour progressif des pays africains vers la démocratisation après la chute du mur de Berlin. Nous ne sommes pas dans cette situation. Ce contexte actuel, c'est que ce régime, malheureusement, par entêtement ou autisme, a fait beaucoup d'erreurs, s'est laissé entraîner dans des pratiques, j'allais dire, mafieuses,
a laissé des détournements à n'en plus finir, des surfacturations. L'autoroute Ila Touba, quelqu'un m'a dit de l'intérieur de la Géroute que ça coûte 80 milliards, mais on l'a surfacturé à 500 milliards CFA, 80 milliards CFA à 500 milliards. Puis, ces marchés d'automobiles de M. Omar Youm, surgis on ne sait où, je ne sais, 900 milliards, on fait semblant de distribuer des voitures, alors qu'en réalité, c'est de la corruption et véritablement une arnaque financière. Et on en passe des meilleurs, que ce soit Prodac, 29 milliards, Mbaïnian, et je n'ai pas besoin d'évoquer le nom de Alusal avec Petrotim et tout ça. Et du jour au lendemain, après avoir fait tout cela, après avoir organisé une élection qui était frauduleuse l'année dernière, surtout imposée à la tête de l'État avec l'aide d'une justice qui était complaisante, notamment M. Demba Kandi, le juge qui s'en occupait et qui a proclamé des résultats qu'ils avaient faux. Tout cela, vous avez fait ça et vous dites aux gens, venez maintenant, on va faire un dialogue. Ce n'est pas un dialogue, c'est un deal. Et dans ces conditions-là, former un gouvernement, c'est encore une fois perpétuer la magouille à la tête de l'État. Et les gens qui vont entrer dans ce gouvernement auront été des complices de pratiques qu'il va falloir maintenant, disons, blanchir pour donner une porte de sortie à ceux qui les ont fait, ces pratiques-là. Je pense que Macky Sall doit avoir le courage d'admettre les errements qu'il a laissés faire sous son empire et qu'il en tire les conclusions. Ce qu'on lui demande, à mon avis, c'est de restaurer les libertés, de créer les conditions d'une justice juste au Sénégal et de créer les conditions d'un processus démocratique juste et qu'il accepte d'assumer ses erreurs, si nécessaire, par le biais d'un passage devant une instance de reddition des comptes qui s'appliquerait à tout le monde, y compris à lui. C'est à partir de là qu'on peut considérer la création de nouveaux pactes sur la base, n'est-ce pas, de valeurs que nous aurons redéfinies ensemble, n'est-ce pas, qui ne sont pas nécessairement les assises, mais en tout cas une nouvelle façon d'analyser l'orientation du pays. Si cela n'est pas fait, je pense que ce sera une affaire de politiciens qui se retrouvent dans ce qu'on appelle un partage de gâteau. Or, il n'y a plus rien à partager. Nous entrons dans un cycle de tension, l'ère du super cycle du développement de l'Afrique qu'on a connu il y a une vingtaine d'années. Cette ère est révolue. Aujourd'hui, l'Afrique fait face à la pandémie du Covid-19. L'Afrique fait face à une baisse de 30% de ses exportations, une baisse de 33% des investissements extérieurs, une baisse des revenus de ses migrants de 22%. Et aujourd'hui, même les bailleurs de fonds étrangers hésitent à soutenir les pays africains parce qu'ils savent que les pratiques corruptrices sont à l'œuvre. On va revenir tout à l'heure sur la crise sanitaire, la crise économique. Que chercherait Macky Sall en recrutant des partis d'opposition dans le gouvernement ? C'est pour faire avaler la pilule de l'ajustement structurel. Il sait que des mesures fortes et sévères vont devoir être prises parce que ce régime a mangé son pain blanc. Il a fait des investissements improductifs et maladroits, que ce soit à Diamniadio et ailleurs, sur le TER et beaucoup d'autres exemples. Je n'ai pas besoin de les citer. Tout le monde le sait. Alors, il cherche à inviter les gens à partager une partie de ce qui reste du gâteau, mais à assumer, n'est-ce pas, les bêtises et les difficultés à venir. Alors, est-ce que ça va marcher ? Je ne le crois pas. Que pensez-vous de l'attitude d'Idrissa Seck, arrivé deuxième à la dernière présidentielle, le leader des Réunis, devenu silencieux, très silencieux ? On ne peut pas rester pendant des mois sans s'exprimer, voir un pays qui est dans une situation aussi compliquée, débordé par les inondations, par la maladie, par les déficiences infrastructurelles dans la santé, par les problèmes qui se posent au niveau de l'éducation, avec des élèves qui sont dans des classes surpeuplées, avec, disons, un foncier qui est braqué par des maires, le pouvoir et leurs acolytes de l'extérieur. Et tant d'autres exemples, même le football sénégalais, qui est aujourd'hui toujours en train d'écœurer les sportifs que sont les Sénégalais. Et voir tout ça se poser et sortir pour ne dire aux Sénégalais qu'un seul mot, Namunalen. J'ai votre nostalgie. C'est quoi cette façon de communiquer ? Il faut prendre la parole et exprimer un leadership, une orientation
alternative face à ce qu'on voit évidemment comme une gouvernance qui a échoué, qui a conduit le pays au bord d'un précipice et qui risque de s'y retrouver si rien n'est dit par rapport à ceux qui doivent s'opposer à ce pouvoir. Ce silence donne à penser que peut-être il y a des accords, parce que de ce que je connais des pratiquants de l'univers libéral, l'école d'Abdoulaye Wade, c'est souvent des deals qui se font malheureusement au détriment, n'est-ce pas, de l'électorat et même de ceux qui les suivent. Et j'espère que Idrissa n'est pas entré dans cette dynamique-là, parce que ce ne serait pas une bonne chose par rapport à notre pays qui a besoin d'avoir des voix fortes, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, des élites compétentes, n'est-ce pas, de la diaspora, pour pouvoir dire où nous devons orienter notre pays, non seulement pendant cette période de traversée du désert sanitaire qu'est la Covid, mais au-delà de cette période de définir ce que doit devenir le Sénégal post-Covid, parce que nous entrons dans un monde nouveau, où, d'une certaine manière, nous retournons à l'ère pré-industrielle. Ce n'est pas par hasard que le prix Nobel de la paix a été attribué au programme alimentaire mondial. C'est pour dire aux gens, il faut qu'on règle les fondamentaux du triangle de Maslow, triangle qui dit qu'il faut d'abord régler les problèmes alimentaires, de sécurité, et j'en passe. Et c'est pour ça qu'il faut retourner à la nécessité de régler des besoins urgents, alimentaires, sécuritaires et autres. Et donc, il faut qu'une opposition de classe capable, intelligente et visionnaire, inclusive, s'exprime sur les questions de notre pays. Que ce soit Idrissa Seck, Khalifa Sall et autres, je ne partage pas forcément leur façon de voir les choses. Je pense plus globalement à la situation que nous vivons. Vous savez, quand la crise sanitaire s'est déclenchée, les pays qui ont bien géré leurs économies ont eu un matelas financier pour pouvoir, disons, comme on dit en anglais, cushion the crisis, pour pouvoir créer un tampon pour faire face à cette situation. Si bien que les pays occidentaux ont développé des injections financières de 13 000 milliards de dollars. Or, aujourd'hui, l'Afrique court derrière une aide auprès des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire international de juste 300 milliards de dollars sur 3 ans. C'est-à-dire, par pays, si on divise par 50 pays africains, 6 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 000 milliards CFA sur 3 ans. Qu'est-ce que ça peut régler par rapport à un pays comme le Sénégal? Les bailleurs de fonds, je vous le disais tantôt, hésitent à venir. Il y a 2 ans, Macky Sall avait proclamé Urbi et Orbi qu'il avait déclenché auprès du groupe consultatif du Sénégal à Paris, qu'il avait obtenu qu'on lui donne une mise de fonds de 14 000 milliards CFA ou 7 000 milliards CFA, 14 milliards de dollars. Mais cet argent n'est jamais venu parce que l'argent va vers des pays stables, prévisibles, où les valeurs et les normes démocratiques sont pratiquées. Continuez de croire qu'en pratiquant les mauvaises attitudes à l'intérieur du pays et s'attendre à convaincre les bailleurs de fonds à venir, c'est une illusion. Le Sénégal est bien un pays stable de ce point de vue-là. Écoutez, vous savez, le pays est stable si vous regardez ça, comme le Mali l'était, comme la Côte d'Ivoire l'était, le calme qui précède la tempête. Si vous vous souvenez, en France, en 1968, je ne sais plus lequel des journalistes français, c'était pas Escarpite, mais un autre journaliste du Monde, avait écrit, sous De Gaulle, la France s'ennuie. Quelques mois avant mai 1968. Vous pensez que le Sénégal est un pays stable? Je ne le crois pas. Les Sénégalais souffrent. Les populations sénégalaises, malgré leur résilience, malgré leur croyances religieuses, malgré leur volonté d'accepter les difficultés de la vie, au quotidien, ils voient les conséquences, n'est-ce pas, de la malgouvernance. Ils entendent ce que les gens font des revenus du pays, des ressources naturelles du pays. Vous croyez que ces gens-là, un jour, ne vont pas, disons, exprimer d'une autre manière que par le silence ou par la passivité leur colère? Attention! Il ne faut pas avoir le sentiment que le Sénégal est un Eldorado ou un pays béni des dieux et qui est à l'abri de ces tourments ou des turbulences. Non. Si on n'adresse pas, si on ne fait pas face véritablement aux difficultés qui se posent au quotidien, non seulement aux populations, et qui montrent le recul de notre pays, qui est aujourd'hui, somme toute,
parmi les 25 pays les plus sous-développés, où le chômage est la chose la mieux partagée, où à peine, disons, 200 000 personnes sont des fonctionnaires de l'État, où les marchés publics sont captés par quelques individus, disons, une camarilla au service du pouvoir, et où, disons, des puissances et des acteurs étrangers viennent sur nos pays et prennent tout au risque d'aliéner notre souveraineté. Que tout cela se fait et vous pensez que les gens vont continuer de rester bras croisés? Je ne suis pas là pour appeler à une insurrection, mais je dis qu'il faut une lucidité. Il faudrait, dans cette dynamique, qu'il y ait un dialogue encore plus audacieux, sérieux, pour que l'information remonte. Cette volonté de vouloir faire taire les voix dissonantes, dissidentes, ou bien qui s'opposent au régime, jusqu'à créer un unanimisme de façade, un ventre mou politique, c'est justement ça qui peut entraîner cette explosion ou cette implosion. Que va faire Adama Gaye, que va faire Macky Sall en 2024, à votre avis? Mais tout porte à croire que c'est un homme qui se cherche, il est perdu. Entre ces proclamations à n'en plus finir de ne faire qu'un mandat de 5 ans quand il venait d'arriver au pouvoir et pour revenir là-dessus, de faire un deuxième mandat, de dire qu'il ne demandera plus un autre mandat et le silence qu'il impose dans ses rangs, c'est un homme qui s'est tellement déjugé, qui est tellement revenu sur ses déclarations qu'on ne sait pas à quel sens se vouer le concernant. Veut-il chercher un autre mandat? C'est pas impossible. Mais je vais vous dire une chose. La réponse n'est pas légale ou juridique. C'est une question de moralité. Senghor avait dit, quand il quittait le pouvoir, il faut savoir quitter une table sans se retourner. Quand on est à table en train de manger, à un moment donné, il faut enlever sa main. Si on ne le fait pas, on enlève votre main. On vous force à cesser de manger, surtout si vous êtes avec d'autres qui veulent manger comme vous et qui veulent jouer un rôle dans la marche du pays. C'est une question de moralité. Vous êtes en train de me demander est-ce que Macky Sall va chercher un troisième mandat? Je vous dirais, ce n'est pas impossible, mais ce serait immoral. Ses homologues guinéens et ivoiriens, Alpha Condé et Alassane Ouattara, ils sont là-dedans déjà. Ils se présentent au présidentiel de leur pays ce mois, 18 octobre pour la Guinée, 31 octobre pour la Côte d'Ivoire. Craignez-vous des tensions, des violences dans ces deux pays? Ben, ce n'est pas à exclure. Parce que d'abord, ces deux pays sont des pays qui sont gros de différences ethniques qui ont été exacerbées par les politiciens. Les Soussous, les Mandingues, les Peuls en Guinée, les Djoula, les Bété, les Baoulé, les Ani en Côte d'Ivoire. Tout cela, ça a été accentué par cette course vers le pouvoir. Parmi ces chefs d'État dont vous avez parlé de ces deux pays, il y en a un avec lequel j'ai communiqué il y a 2 jours ou 3 jours. Et ce que je lui ai dit, écoutez, il faut absolument qu'il y ait des échanges enrichissants, que ça se fasse de façon contradictoire pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, la respiration de la démocratie. Et j'ai cru comprendre qu'il s'est rendu compte que ce que je lui disais tenait la route. Je pense que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pays qu'on considérait pendant longtemps sous l'empire de son président, un premier président Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, comme l'empire de la paix en Afrique. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Proclamer une affiche à l'aéroport d'Abidjan quand on arrivait, c'est ce qu'on voyait en premier. Que ce pays-là ait été fracturé par une guerre civile entre 2010 et 2011, ça indique qu'aucun pays, de la Côte d'Ivoire au Mali, en Guinée, au Sénégal ou ailleurs, en Guinée-Bissau, aucun n'est à l'abri de ça. Surtout qu'il y a des forces interlopes manipulées par le fondamentalisme religieux, par le trafic de drogue, par les irrédentismes ethniques et autres. Tout cela existe dans ces pays et si rien n'est fait, s'il n'y a pas une capacité de dépassement de ceux qui dirigent pour quitter le pouvoir à temps, il y a le risque effectivement que ça implose un jour dans ces deux pays, mais au-delà de ces pays. Oui, l'Afrique et la crise sanitaire du coronavirus, le continent face donc aux défis économiques désormais. La relance de l'économie sénégalaise, pour prendre l'exemple qui nous concerne directement, Macky Sall et son gouvernement qui annoncent 15 000 milliards de francs CFA et dans la continuité du PAP 2, la phase 2 du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Quelle est votre analyse, vous, le spécialiste des questions économiques? Il ne faut pas s'en plaindre.
il faut dire bravo qu'on ait essayé de faire quelque chose. Parce que face à une situation exceptionnelle, attitude exceptionnelle. Seulement, ça s'est arrêté là. Parce que très rapidement, c'est devenu une démarche politicienne et mercantiliste. Parce que très rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu profiter de cette crise, croyant qu'elle était éphémère, pour enrichir quelques copains. On a donné d'abord un budget de 1000 milliards aux beaux-frères de Macky Sall, ce qui est déjà immoral, encore une fois, ce qui est déjà maladroit. Il aurait fallu mettre quelqu'un de totalement indépendant, neutre. Ce n'est pas 1000 milliards pour le ministère de Mansour Faye, c'était 1000 milliards en soutien à tous les secteurs qui ne relèvent pas de son domaine d'ailleurs. Oui, mais qui en était responsable? Ce n'était pas les autres ministères. Le principal responsable, on sait c'est qui. Celui qui a donné les premiers marchés de riz à des sociétés nées immédiatement et à qui on a donné des marchés de 10, 15, 16 milliards. J'avais ici parlé de ça. Donc c'était un premier problème à ce niveau-là. Deuxième chose, on s'est empressé de créer les conditions d'un absolutisme politique en votant une loi d'habilitation qui a donné tous les pouvoirs à un homme, en dessaisissant l'Assemblée nationale, avec sa volonté, j'allais dire, faite de l'arbinisme, parce que l'Assemblée devrait parler au nom du pays et dire, dans une situation pareille de crise, un seul individu, quelle que soit sa volonté, ne peut pas s'occuper de régler les problèmes. Et qu'au XXIe siècle, les messies ne peuvent pas exister, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, qu'il faut des leaderships éclatés et que des forces, n'est-ce pas, se retrouvent pour faire avancer la cause commune. Or, on se gosse d'avoir contenu la pandémie parce qu'il y a 300 victimes ou 500 victimes au Sénégal, qu'il y a 5000 ou 7000 cas de personnes contaminées, là où en Égypte où je me trouve, il y a plus de 100 000 personnes contaminées et plus de 5000 personnes victimes, mais ce n'est qu'une victoire à la Pyrrhus. Parce qu'en réalité, si vous creusez, qu'est-ce qui se passe? L'économie sénégalaise est par terre. L'argent du budget utilisé a été donné à des forces interlopes qui se sont enrichies. On a encouragé la corruption en profitant de cette période où, n'est-ce pas, les populations étaient angoissées. Et donc, je pense que grosso modo, je dirais, c'est une mauvaise gestion de cette crise, c'est une mauvaise gestion de la pandémie, et quel que soit le résultat qui en adviendra, il faudra qu'on en reparle demain, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. J'ai cru même avoir lu, au moment où on entrait dans ce studio, que le Sénégal envisageait de mettre 3 milliards de francs pour relancer la lutte contre le Covid par rapport à des personnes qui peuvent être contaminées ou en tout cas par rapport à des besoins. On n'a pas réglé les problèmes essentiels. Ce n'est pas maintenant dans la précipitation qu'on va les régler. On découvre comme ça, du jour au lendemain, qu'en 8 ans, aucune évolution dans la construction des hôpitaux, dans la gestion du pétrole et du gaz de façon propre, dans le développement des écoles, que toutes ces questions essentielles, dans la gestion, n'est-ce pas, des revenus pétroliers, notamment les bonus de signature qui ont été versés, que rien n'a été fait dans la transparence. Pour un gouvernement qui était arrivé au pouvoir avec la promesse, la proposition de valeur de promouvoir la gouvernance sobre et vertueuse, on a vu l'inverse qui a été pratiqué. Et je pense qu'en toute vérité, ce n'est pas une question de vouloir brocarder, de vouloir faire mal à un régime. On est arrivé à un point où on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de pinailler et de tourner autour du pot. Il est impératif que le pays s'arrête et qu'il se pose les questions fondamentales. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'en réalité, ce gouvernement qui continue sa fuite en avant en promettant des budgets insincères, par exemple, le ministre du budget a annoncé, ou des finances a annoncé qu'il va avoir un budget en hausse de je ne sais plus 400 milliards d'augmentation quand on sait qu'il n'y a pas de revenus qui puissent venir ni des bailleurs de fonds, ni des immigrés de l'extérieur, ni de l'assiette fiscale intérieure. Tout cela, on nous fait des promesses, c'est l'illusion de donner à penser aux gens que tout va pour le meilleur des mondes, alors que ce n'est pas le cas. Le moment est venu pour que le pouvoir sénégalais s'arrête et dise attention, nous avons bourdé et il faut qu'on nous aide. Ils doivent appeler au secours.
parce qu'ils ont manifestement prouvé qu'ils n'ont pas été à la hauteur pour gérer ce pays. C'est ça la vérité. Et le fait qu'ils s'entêtent à vouloir maintenir des pratiques de violence pour essayer de terroriser les gens, ce n'est pas cela qui va les en sortir, ou une volonté d'échapper à la reddition, ce n'est pas ça qui va les en sortir. Il faut qu'ils aient le courage de dire qu'ils n'ont pas respecté la promesse. Macky Sall qui m'écoute, il sait très bien que ce que je dis tient la route. La crise sanitaire du coronavirus, sa gestion par le gouvernement, la tenue de rassemblements religieux, le poids des religieux. Vous êtes d'ailleurs, Adama Gaye, membre de la famille Mouride. Votre mère est la fille de Mame Cheikh Anta Mbacké, frère de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie des Mourides. Quelle est votre analyse du poids croissant des religieux au Sénégal? Mais c'est une évidence que le pouvoir religieux prend un ascendant. Et on a vu un leadership du Khalif des Mourides, Serigne Mountakha, à l'occasion du Magal. Parce que manifestement, c'est quelqu'un qui a su lire un peu dans le cœur de ses talibés, de ses ouailles, de ceux qui le suivent, qui croient en lui. Il a senti cette angoisse qui les traverse aujourd'hui. Et c'est pour ça, quelque part, en l'absence, n'est-ce pas, de ventre qui est rempli, vous offrez le spirituel et la dimension métaphysique. C'est pour ça que l'organisation du Magal, malgré les risques sanitaires qui étaient associés, ça a drainé autant de monde à Touba. Alors, le pouvoir religieux, s'il en est arrivé là, c'est parce que les politiciens ont joué avec le feu, en voulant en faire des cartes électorales, en voulant corrompre, au lieu d'avoir ce que je peux appeler un pacte entre le temporel et le religieux. Ça existait partout, n'est-ce pas? Les pouvoirs religieux, je pense avoir lu un texte de Jacques Attali qui raconte comment au XIVe siècle, quand il y a eu une première pandémie, le pouvoir religieux a perdu son ascendant au profit, disons, de l'État. Dans le cas du Sénégal, c'est l'inverse qui se produit parce que l'État s'est dessaisi à ramper devant le pouvoir religieux. Alors que ce que le pouvoir religieux doit avoir aujourd'hui, c'est un État stratège partenaire qui l'accompagne. Parce que tel que ça fonctionne, ça ne peut pas perdurer, ce n'est pas une pérennité qui est au bout du fil. Parce que les chefs religieux n'ont plus les moyens d'entretenir les ouailles qu'ils reçoivent. Vous avez quelques-uns des chefs religieux, vous avez une centaine d'entre eux, que ce soit à Touba, à Tivaouane ou ailleurs, qui parviennent grosso modo à s'en sortir. Le reste vivote. Or, ce sont des masses de muscles et de volonté qui sont au sourd de ces chefs religieux, qu'il faut mobiliser pour faire le développement agro-industriel dans les localités qui entourent ces localités religieuses, notamment Touba. Que ce soit des investissements qui soient faits dans le secteur industriel, que ce soit dans la tannerie ou d'autres secteurs, ça est dans la formation, dans l'éducation, dans le développement de l'hôtellerie religieuse. Ou encore, prenons l'exemple de ma ville natale de Kaolack. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de faire un tourisme religieux à partir de ces Baïnias, en faisant venir tous ces gens du nord du Nigeria, de Kano, Kaduna et j'en passe, qui ont des avions privés et qui ne voient l'univers qu'à travers Niassène. Tout cela n'est pas fait et on pense maintenir les chefs religieux dans un état où ils vont pouvoir jouer leur rôle en essayant de les corrompre. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un dialogue de qualité, c'est un dialogue faux et fourbe. Il faut sortir de cette logique, à mon avis. Et je pense que ça suppose une conversation véritablement posée, en profondeur, pour voir de quelle manière l'État peut accompagner les familles religieuses à devenir, n'est-ce pas, des familles productives qui participent, n'est-ce pas, au développement économique de nos pays. Maintenant, votre avenir personnel, Adama Gaye, vous comptez rentrer au Sénégal quand? Mais je crois que moi, le Sénégal, c'est mon cœur. Je n'exclus pas de revenir au Sénégal. Mais je le dis clairement, il faut que l'État du Sénégal cesse ces pratiques bandies qui consistent à arrêter les gens de façon anormale ou utiliser la justice, imposer une épée de Damoclès en donnant une liberté provisoire à quelqu'un qui n'aurait jamais dû être arrêté. Je n'exclus pas, je peux vous le dire en exclusivité, de revenir au Sénégal très bientôt. Et j'espère que l'État du Sénégal ne commettra pas la bêtise de recommencer la bourde qu'il a faite
de me faire arrêter dans des conditions illégales et qu'elle se prépare à devoir me payer mes droits qui ont été violés parce que je ne rechignerai pas et je ne le ferai pas en catimini parce que ces droits sont mes droits imprescrits dans la Constitution. Merci Adama Gaye d'être en duplex du Caire, l'Égypte, votre pays d'accueil depuis quelques mois. Vous avez choisi d'aller résider là-bas après la liberté provisoire que la justice sénégalaise a accordée après votre incarcération de quelques semaines suite à des sorties sur Facebook contre le chef de l'État. D'ailleurs, votre dernier livre publié chez l'Harmattan à Paris en janvier est intitulé « Otage d'un État, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte ». Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à Abdou et Magui, c'était le grand jury. Restez avec nous. Les programmes continuent sur RFM. Bonne fin de semaine.